Le Conseil général de la commune écrit « Il est arrêté que les sections seront chargées d'examiner et de juger sous leur responsabilité les citoyens arrêtés cette nuit. » Ah bon? Parce que maintenant, les sections vont être juges, ça va être des tribunaux. On arrête les gens au milieu de la nuit sans leur dire de quoi de caisse et on va les faire juger par les sections. Le 31 août, Tallien dit « Nous avons fait arrêter des conspirateurs et nous les avons mis entre les mains des tribunaux pour leur salut et celui de l'État. » Ah oui, c'est ça pour le salut de l'État. « Nous avons fait arrêter les prêtres perturbateurs, ils sont enfermés dans une maison particulière et sous peu de jours, le sol de la liberté sera purgé de leur présence. » C'est bien annoncé, nous sommes le 31 août. Marat a un gars qu'il aime bien, qui est en prison, il s'appelle Daubigny. Il a été arrêté la journée du 8 août pour avoir volé pour 100 000 livres, l'équivalent de 2,5 millions d'euros. Donc il est en prison, Marat va le chercher. Donnez-moi. Vous savez ce qui se prépare? Ce qu'on va appeler les massacres de septembre. On a rempli les prisons dans la nuit du 29 au 30. Dimanche 2 septembre, au matin, Pierre Manuel, c'est le procureur de la commune, fait fermer les barrières de la ville. Tac, tac. Personne ne sortira. Il réquisitionne les chevaux et fait donner le canon d'alarme. Les prisons sont bondées de politiques, de prêtres et de toutes les personnes arrêtées depuis le 18. Et les prêtres, on les arrête à tour de bras. Manuel vient s'assurer en personne qu'on ne mélange pas les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il donne l'ordre de faire sortir les prisonniers pour dette, les prisonniers pour cause civile et militaire pour indiscipline. C'est tout. On va chercher dans les prisons les voleurs et les gens pour dette. Et à 14h30, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lâche les assassins. Et commencent les massacres de septembre. Ils commencent à 14h30 à l'abbaye, où se trouvent surtout des prêtres. Et le soir, on commence au Châtelet, où il n'y a que des droits communs et des voleurs. Il s'agit de tuer à coups de sabre, de pique et de masse des centaines de gens désarmés. C'est une furie, une sauvagerie sans nom. Ça va durer 5 jours. Des flots de sang coulent des prisons. Une prison, j'ai calculé, où on tue 150 personnes. Ce sont des centaines de litres de sang qui se déversent dans la rue. Bienheureux celui qui meurt du premier coup, les mêmes scènes de barbarie et de cannibalisme et d'outrage qu'on avait vu aujourd'hui se répètent pendant 5 jours et 5 nuits sur des civils désarmés et enfermés. À Bicêtre, à l'hôpital général. L'hôpital général, j'en ai abondamment parlé, c'est le lieu de renfermement des pauvres. Et à l'intérieur de ce lieu de renfermement des pauvres, il y a la prison de la prison. Bicêtre, c'est le lieu de renfermement des hommes. Ce sont des sectionnaires qui massacrent depuis le 2 septembre au soir jusqu'au 4 septembre dans l'après-midi. Écoutez bien, c'est très pénible à entendre, mais je crois qu'il faut dire ces choses-là. Un ancien garde de Bicêtre témoigne ce que ces sauvages ont fait aux enfants de Bicêtre. Ils nous en ont tué 33, les malheureux. Ils nous disaient, les assommeurs, d'ailleurs nous l'avons pu voir par nous-mêmes, que ces pauvres enfants étaient bien plus difficiles à achever que les hommes faits. Vous comprenez, à cet âge, la vie tient bien. Ils nous en ont tué 33. On en avait fait une montagne, là, dans ce coin où l'on démolit à votre droite. Le lendemain, quand il a fallu les enterrer, c'était un spectacle à fendre l'âme. Il y en avait un qui avait l'air de dormir comme un ange du bon Dieu. Les autres étaient horriblement petits. Le lundi 3, ça a commencé dimanche 2, les tueurs arrivent à la Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est l'hôpital général pour les femmes, les petites filles. Ils arrivent le soir, ils libèrent les jeunes femmes, qui leur plaisent, qui connaissent, et ils passent la nuit au dortoir des petites filles. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait pendant une nuit complète dans le dortoir des petites filles? Un viol pédophile de masse. Et le massacre des femmes a commencé seulement après. Et à la Salpêtrière, elles ont été assommées à mort. Une année. Le 4, l'économe de la Salpêtrière appelle à l'aide. Il écrit à Petion. Petion a répondu. 3 jours plus tard. Le 4 au matin, un mandat d'arrêt a été lancé contre Roland, le ministre, dont on dit vous n'êtes pas dingue, et il a arrêté in extremis. Il a failli faire partie des massacrés. Quelles sont les réactions?
au massacre de septembre. Alors, non, je vous donnerai les chiffres. Prudhomme, le fameux journaliste dont je vous ai parlé, très très bien informé, il vient voir Danton le 2 au matin. C'est-à-dire que pour qu'un journaliste vienne voir Danton 4 heures avant le début des massacres, c'est-à-dire que les massacres étaient bien programmés et qu'on savait qu'ils allaient arriver. Donc il va voir Danton le 2 au matin, et Danton lui dit « Tiens, Prudhomme vient de me demander ce qu'on va faire. » Camille Desmoulins, le gentil Camille, il lui dit « Tu ne lui as donc pas dit qu'on ne confondra pas les innocents avec les coupables ?» Hein? C'est bien programmé. Alors Danton lui explique qu'on avait procuré à ces coquins d'aristocrates prisonniers des armes à feu et des poignards. À une heure indiquée de la nuit prochaine, on devait leur ouvrir les portes et ils se seraient répandus dans différents quartiers pour égorger les femmes et les enfants des patriotes qui partiront pour marcher. C'est-à-dire que Danton annonce qu'on va aller massacrer des gens qui s'apprêtaient à aller massacrer les Parisiens. Alors essayez d'imaginer comment des gens qui sont enfermés dans des prisons peuvent aller massacrer qui que ce soit. Mais, vous savez, mieux vaut frapper avant que d'être frappé. Donc, Danton explique ça à Prudhomme. Alors, Prudhomme, il ne faut pas lui jouer. Alors, Prudhomme, il est rien moins que naïf. Il ne s'en laisse pas compter et il demande que les députés et les autorités se répandent en ville pour appeler au calme. Parce que Prudhomme n'a pas encore compris que c'est totalement organisé. Il croit que c'est simplement hors de contrôle au début. Et Camille Desmoulins lui dit non, attendez, se répandre pour empêcher la justice populaire, comme on dira après, il dit non, non, ce serait dangereux, car le peuple, dans son premier courroux, pourrait faire des victimes dans la personne de ses plus chers amis. C'est-à-dire que le peuple est tellement furieux que si vous vous interposez pour l'empêcher de massacrer des prisonniers, il risque de vous massacrer vous. Le 3 au matin, le comité d'exécution dirigé par Marat rédige un appel qui sera contresigné par Danton. 3 septembre au matin. La Commune de Paris se hâte d'informer ses frères de tous les départements qu'une partie des conspirateurs féroces détenus dans ces prisons a été mise à mort par le peuple. Alors les conspirateurs féroces, les petites filles de la Salpêtrière, les petits garçons, les prêtres, les femmes, les voleurs, les conspirateurs féroces, et mis à mort par qui? Par le peuple. Le peuple, c'est le peuple qui a commis le massacre de septembre, on le dira. Actes de justice qui lui ont paru indispensables pour retenir par la terreur les légions de traîtres cachés dans ses murs, au moment où il allait marcher à l'ennemi et sans doute la nation entière, après une longue suite de trahisons qui l'ont conduite sur les bords de l'abîme, s'empressera d'adopter ce moyen si nécessaire de salut public, et tous les Français s'écrieront comme les Parisiens, nous marchons à l'ennemi, mais nous ne laisserons pas derrière nous ces brigands pour égorger nos enfants et nos femmes. C'est-à-dire que Marat, avec la signature de Danton, lance un appel au meurtre général de tous les prisonniers dans toute la France. J'en ai la tremblote. Le 3 au soir, Anacharsis Clotes discute avec Roland. On est entre Girondins de bonne compagnie. Avec Madame Roland, du droit des peuples à la vengeance utile au bonheur de l'espèce. C'est-à-dire qu'on était en train de massacrer. Et il n'y avait pas une arme à feu dans les massacres. Ça s'est fait à l'arme blanche et au bâton. On est en train de massacrer à tour de bras, et ce n'est pas une façon de parler, c'est vraiment à tour de bras, et on discute du droit des peuples à la vengeance utile au bonheur de l'espèce. Le 3 au soir, 8 massacreurs viennent demander leur salaire à la section des 4 nations. Alors à l'église de Saint-Germain. Billaud Varenne, qui est substitut du procureur de la commune, il entre à ce moment-là. Et il dit aux gens de la section, bah, donnez-leur un louis. Alors la section dit, mais enfin, on n'a pas d'argent. Billaud Varenne dit, allez demander au ministre de l'Intérieur, à Roland, il en a pour cet objet. Le 3 encore. Un sectionnaire nommé Théophile Mandard va chez Danton, avec Prudhomme, pour essayer de faire cesser le massacre. Sauf Roland, tous les ministres sont là. Petion, Robespierre, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine, Pierre Manuel et quelques autres. On annonce que Vernin vient de tomber. Quand on a fini de parler sécurité extérieure, Mandat demande la parole. Mandard. Il dit, toutes les mesures de salut extérieur sont-elles prises? Réponse, oui. Alors occupons-nous donc à l'heure de l'intérieur, c'est-à-dire d'arrêter les massacres. Il demande qu'on se rende dans les prisons pour faire cesser le massacre. Danton refuse. Mandard interpelle alors Robespierre, à qui il propose de l'aider à faire passer à l'Assemblée l'idée d'une dictature provisoire le temps de faire cesser les massacres. C'est-à-dire, un coup de force, quelqu'un va être nommé dictateur, va faire cesser les massacres, et ça va s'arrêter. Les Romains faisaient comme ça.
Le pouvoir en a à un seul le temps de régler un problème. Robespierre refuse. Mandat et Prud'homme sont dès lors persuadés que tous les ministres sont d'accord avec ce qui se passe.